Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce mardi 20 juin. Invité, informations pratiques tout près de chez vous, météo, reportage, avec un retour dès le début de votre journal sur la célébration des 30 ans de l'admission de Monaco aux Nations Unies en présence du prince souverain et de la princesse Stéphanie. Le 62e festival de télévision et la belle santé des séries françaises. Et rencontre ce soir avec le président du jury fiction de cette édition 2023, l'acteur John Goodman. Avant de fêter ce week-end les 70 ans du Yacht Club de Monaco, on va parler mer, océan et record avec le tout dernier vainqueur de la Route du Rhum. Le skipper Charles Caudrelier sera notre invité avant de recevoir le rugbyman Yann Delague qui nous présentera les premiers Monaco Water Games pour marquer un essai. Il va falloir les 12, 13 et 14 juillet savoir plonger. Et à la fin de votre journal, nous vous présenterons le programme de la toute prochaine saison proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et à l'occasion des 30 ans de l'admission de Monaco à l'ONU, avant son discours et le concert anniversaire donné par l'Orchestre des Carabiniers du Prince, le souverain s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale. Alexandra Pani, à New York, pour Monaco Info. Le prince Albert II a rencontré en fin de matinée le président de la 77e Assemblée générale, Csaba Kőrösi, dont le mandat se terminera en septembre prochain. Durant cet échange, il a été question de science, d'environnement et ils ont pu évoquer notamment l'importante conférence sur l'eau organisée en mars dernier, ainsi que les actions en faveur du droit des femmes à Monaco. En début d'après-midi, le souverain s'est ensuite entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le prince souverain était accompagné dans la délégation par sa sœur, la princesse Stéphanie. Pour cet entretien d'une vingtaine de minutes au 38e étage du siège des Nations Unies, les questions d'environnement étaient au cœur des échanges à nouveau, et notamment le sommet sur l'ambition climatique ainsi que le futur instrument international visant à mettre fin à la pollution plastique. Lors de ces deux rencontres, des questions d'actualité dont la situation en Ukraine ont bien entendu été abordées et les actions menées par la principauté. Et nous en parlions hier soir avec l'ambassadeur de Monaco aux Nations Unies, Isabelle Picot. La principauté de Monaco, pour célébrer les 30 ans de son admission aux Nations Unies, avait programmé, Alexandra, un concert unique au siège des Nations Unies. C'était il y a 30 ans, le 28 mai 1993, la principauté de Monaco était admise comme 183e État membre des Nations Unies. Depuis, Monaco a su faire entendre sa voix dans le concert des nations. Pour célébrer cet anniversaire, l'Orchestre des Carabiniers du Prince a été invité par la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies à se produire dans la salle emblématique de l'Assemblée générale. Vraiment un bel hommage, non seulement à notre qualité de membre des Nations Unies, mais aussi à tout ce qu'a fait mon père pour que Monaco puisse entrer de plein pied dans la communauté des nations. Mon père aurait été extraordinairement ému de cela, et puis on a pensé aussi à Albert Kőrösi. Quoi de mieux que la musique pour rassembler les nations? Les Carabiniers du Prince ont donc fait le déplacement pour l'événement, un moment unique pour les musiciens et leur chef de corps. On s'attendait à faire quelque chose de gros, de grand, mais en fin de compte, on a fait quelque chose d'historique. Et c'est là où, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est venu, on savait qu'on préparait quelque chose, et là, c'est vraiment historique. Et on a vraiment senti qu'on jouait vraiment le rôle diplomatique que l'on attendait des carabiniers, alors que normalement, on sert la diplomatie à Monaco, mais on a joué un rôle diplomatique avec l'orchestre. En plus des 27 musiciens de l'orchestre, un guitariste membre du jazz band de l'OTAN était invité pour interpréter le célèbre morceau Europa de Santana. Le concert inédit a séduit les près de 1200 convives venus assister à cette prestation, surpris par le répertoire éclectique de l'orchestre. First time being at the UN and being able to see the General Assembly was amazing. The concert was great, the music was great, everybody's so talented. It was also very special to see the Prince of Monaco. So yeah, great experience in general. Le concert était à la taille de l'homme parce que c'était beau, c'était chic et très reposant. 500 invités ont ensuite été conviés à une réception toujours au siège des Nations Unies à New York, où ils ont pu découvrir une exposition de clichés marquant ces 30 années de relations multilatérales menées par Monaco aux Nations Unies. Et le prince souverain est intervenu à la tribune juste après l'adoption à l'unanimité de l'accord d'un traité juridiquement contraignant ayant pour vocation
d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les eaux internationales. En mars dernier, après 20 années de négociations, un traité historique pour la protection de la haute mer avait enfin été trouvé et son texte final a donc été ratifié par les États membres lors de l'ultime réunion intergouvernementale hier à New York. Retour à Monaco, l'association caritative britannique qui fête ses 10 ans cette année, Climbers Against Cancer, et qui réunit la grande famille du monde de l'escalade, a remis un chèque de 10 000 livres sterling au département de biologie médicale du Centre scientifique de Monaco. Une enveloppe mise au service des équipes du docteur Vincent Picot, spécialisé dans l'étude des cancers pédiatriques. Retour à présent sur la 16e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Les présidentes et présidents ou représentants des parlements des principautés d'Andorre, du Liechtenstein, de Monaco et des républiques de Chypre, d'Islande, de Malte, de San-Marin et du Monténégro, ainsi que du Grand-Duché du Luxembourg, ont participé à cet événement qui a lieu une fois par an dans l'un justement de ces petits États. Et cette fois, c'est au Luxembourg qu'ils se sont retrouvés. Nos envoyés spéciaux, Lionel Bernardi et Christine Datomel, ont fait le déplacement auprès de la délégation monégasque. Oui, je me trouve actuellement devant l'hôtel de la Chambre des députés du Luxembourg, lieu même où se tient l'ensemble des travaux parlementaires, des travaux auxquels participe bien sûr la présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, et une délégation monégasque. Depuis 2006, cette conférence est un rendez-vous incontournable pour les petits États d'Europe puisqu'il permet aux représentants des différents parlements de débattre et d'évoquer des sujets d'actualité et surtout de partager leurs approches respectives. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir partager nos expériences, nos spécificités et dans ce moment crucial, notamment en Principauté de Monaco, il est important d'échanger. Nous avons de nombreux problèmes, nous avons de nombreux sujets. Et nous nous retrouvons d'ailleurs dans cette conférence où beaucoup de pays partagent les mêmes préoccupations que nous. Des débats qui portaient sur plusieurs pistes de réflexion, les priorités, les défis et les opportunités des petits États d'Europe étaient bien sûr au cœur des débats, l'occasion pour Brigitte Boccon-Pagès de rappeler ses positions par rapport à la négociation en cours avec l'Union européenne et d'évoquer la mobilisation du Conseil national concernant les exigences de Monneval. Depuis 5 ans maintenant, nous avons nos lignes rouges. Jamais nous n'avons changé d'avis. Et encore aujourd'hui, nous continuons selon le même chemin. D'ailleurs, nous avons lancé une étude d'impact qui est en train de se réaliser et que nous vous proposerons certainement très bientôt. Voilà pour la partie Union européenne. Pour ce qui concerne Monneval, eh bien, nous sommes au travail de façon sérieuse, engagés, avec donc les élus qui partagent l'Union depuis le 5 février 2023. Nous avons des textes importants à étudier. En ce moment, nous avons le blanchiment que nous allons passer en séance publique le 29 juin. Et nous avons le deuxième test qui est déjà en commission et qui est en train d'être étudié, que nous proposerons certainement dans une session extraordinaire au mois de juillet, en l'occurrence vers le 20 juillet. Lors de cette conférence, la thématique concernant la durabilité dans le tourisme a également été largement débattue, les parlementaires ayant un rôle essentiel à jouer pour intégrer le développement durable dans les politiques menées et dans les prestations mises en place. Il y en a une qui tient, que le Conseil national a vraiment à cœur, c'est la gratuité des transports publics. Bon, c'est vrai qu'on a fait quelques tests à Monaco. Ici, on est au Luxembourg et c'est une règle. Donc, tous les transports publics sont gratuits au Luxembourg. Donc, on essaie de s'inspirer, par exemple, de cette solution-là. Cette conférence était également l'occasion d'aborder la cybercriminalité et les nouvelles menaces des institutions démocratiques, comme l'impact de la désinformation et de la mésinformation sur les électeurs, des facteurs qui fragilisent la stabilité politique d'un Parlement et auxquels les petits États d'Europe doivent faire face. La présidente du Conseil national a alors rappelé les liens qui unissent la Principauté de Monaco au Grand-Duché du Luxembourg en matière de sécurité numérique et de cloud souverain. Et en marge de cette conférence, des stands d'information des bureaux de tourisme de chaque petit État d'Europe se trouvaient sur le parvis devant la Chambre des députés. La direction du tourisme et des congrès de Monaco présentait les spécificités de la principauté et les atouts de notre destination. Son directeur, Guy Antonielli.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir intervenir devant les parlementaires pour parler de la vision du tourisme responsable pour le développement de la principauté de Monaco et ainsi échanger les bonnes pratiques avec les autres petits pays d'Europe. Monaco, c'est une destination qui vit tout au long de l'année, qui a une vie culturelle très importante, très riche, et ça, nos visiteurs ne le savent pas toujours. À Monaco, au milieu des séries américaines présentées durant le festival de télévision, une large place a été réservée à des séries françaises. Le public a pu côtoyer ainsi ses acteurs favoris et échanger avec eux. Diffusion inédite, anecdotes de tournage et rencontres surtout. Julien Tiss et Émilie Flamin ont pu rencontrer les équipes de 2 séries françaises, la comédie En famille et la série policière Léo Mattei, Brigade des mineurs. C'est l'anniversaire de la série. L'équipe de Léo Mattei, Brigade des mineurs, a choisi le festival de la télé pour fêter ses 10 ans. Vous avez vu un peu ou pas? C'est le retouche. Un moyen pour les acteurs de rencontrer leur public. Nous, c'est rencontrer notre famille quelque part, hein, rencontrer des amis. En fait, ce qui est chouette avec Léo Mattei, c'est que c'est une aventure qui dure pour Jean-Luc depuis 10 ans. Nous, ça commence depuis 2 ans et on est hyper fiers de se dire qu'il y a un public fidèle qui nous suit. 5 millions de personnes par épisode, c'est quand même fou et ça fait trop plaisir. Ouais, on vient d'arriver dans l'infamie et voilà, on va voir notre belle famille de Nice et de Monaco et des alentours. Voilà. Elle a diffusé sa 11e saison l'année dernière, la série En famille sur TF1. L'équipe du film est venue présenter son prime en exclusivité. Un 52 minutes hors série nommé Château en héritage que le public a pu découvrir et commenter. Dans la quotidienne, il y a une mécanique qu'ils connaissent, entre guillemets, le décor ils le connaissent. Là, dans le prime, ils sont comme nous, ils découvrent tout, quoi. Comme Scène de ménage par exemple, ou comme Plus belle la vie à un moment donné, et qui en plus, pour le coup, est là et clairement de la comédie. Et la comédie, elle crée tout de suite beaucoup plus de proximité. Le prime sera disponible prochainement sur M6. En attendant, la saison 12 inédite est attendue dès le 3 juillet. Et qui dit festival de télévision dit prix et jury. John Goodman, l'acteur américain, était le président de ce jury Fiction 2023, accompagné de 6 autres grands noms du cinéma. Cet acteur, connu notamment pour ses rôles dans les séries comme Roseanne, pour sa prestation dans The Big Lebowski ou encore dans le film de Ben Affleck Argo, a gagné dans sa carrière, on le sait, de nombreuses distinctions et cette fois, c'était à lui de juger. I feel very, very unworthy to be the president of the jury, so I let everyone else do the work. I delegate responsibility. I have no business being a president of anything. We were very lucky to get the range of people that we got, and we all hit it off instantly, and we had a lot of fun when we were watching and making our decisions. Après la fête de la mer samedi dernier et avant de fêter ce week-end les 70 ans du Yacht Club de Monaco, Charles Caudrelier, le tout dernier vainqueur de la Route du Rhum cet hiver, a fait escale à Monaco. Et il est avec nous ce soir à Bonport. Bonsoir Charles. Bonsoir Christophe. Recordman maintenant ultime, incroyable après votre victoire à la Route du Rhum. C'était un moment de grâce pour vous, ça a volé sur les flots. Avec le Gitana, c'est vrai que vous avez battu le record, vous êtes arrivé en moins de 7 jours. C'est formidable pour remporter cette Route du Rhum qui vous tenait tant à cœur, on s'en souvient. Oui, c'était vraiment la course que je voulais faire, que je n'avais jamais fait. C'est la course qui m'a inspiré, qui a changé ma vie. Quand j'ai vu le départ, j'avais 15 ans et j'ai dit un jour je ferai ça. Et j'aurais attendu d'avoir 49 ans, mais bon, je ne regrette pas parce que c'était une victoire incroyable sur le Max Edmond Rothschild, un bateau de légende et qui vole. Je n'avais jamais prévu que ça soit aussi beau en fait. Parfois, quand on réalise ses rêves, ils sont encore plus beaux que ce qu'on avait imaginé. C'est rare, mais ça arrive. C'est impressionnant, hein, ce bateau qui vole évidemment au-dessus des flots, surtout quand on le pilote, j'allais dire, et le contrôle tout seul, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était en solitaire. Oui, c'est la Route du Rhum, c'est la course en solitaire et effectivement, c'était le gros défi d'arriver à mener ce bateau énorme de 32 mètres par 23 tout seul. Voilà, c'est fait, on y arrive, ça paraît incroyable, ça nous paraissait impossible il y a quelques années. Franck Hamas nous avait ouvert la voie en 2010 et depuis les bateaux vont encore plus vite, volent maintenant et on arrive à les mener presque aux vitesses d'un équipage. C'était dingue, on a fait un combat épique avec François et on a dépassé toutes nos limites. 6 jours, 19h47 pour traverser l'Atlantique, c'était un de vos grands défis, vous qui avez remporté notamment la Jacques Vabre ou encore la solitaire du Figaro et qui avez couru aussi en équipage, hein, notamment la Volvo Ocean Race. Ce sera votre prochain objectif, vous y retournez?
Mon prochain objectif, c'est surtout de me préparer pour le premier tour du monde en solitaire sur ce bateau, sur ce type de bateau. Ça sera en janvier 2023, enfin janvier prochain, donc 2024. Et voilà, ça c'est un gros challenge, ça n'a jamais été fait. On n'a même jamais réussi à faire un tour du monde, même en équipage sur ces bateaux volants. Donc on va tous partir dans une grande aventure, on sera les pionniers. J'espère que ça sera le début d'une grande course qui va marquer son époque, enfin qui va marquer le futur. J'en suis convaincu même, parce que voilà, donc on va tourner autour de la planète en 40-45 jours, les uns contre les autres, ça va être une énorme aventure. Vous êtes dans un lieu historique ici, un endroit magique, vous le savez, c'est le Yacht Club de Monaco. Le Yacht Club de Monaco qui va fêter ce week-end ses 70 ans. Vous, le Finistérien, vous connaissez un peu la Méditerranée, qui est une mer qui est toujours un peu difficile à négocier, paraît-il. C'est une mer très compliquée à naviguer et j'ai fait beaucoup de courses à une époque ici et j'avais beaucoup de mal à naviguer en Méditerranée. J'ai mis des années à trouver les recettes et voilà, maintenant je connais un peu mieux, mais c'est vraiment très compliqué et il faut être un très bon marin pour régater en Méditerranée. Ouais, il faut bien régater. Hein. C'est bien. D'ailleurs, il vous manque peut-être, j'ai un petit doute dans votre carrière, mais peut-être que la suite, parce que vous n'êtes pas encore un petit quinquat, donc ça va, vous avez le temps. Est-ce que la Coupe de l'América, des courses comme aujourd'hui qu'on voit à la télévision, qui sont vraiment extraordinaires, avec la vitesse à tous les instants, tous casqués comme de la Formule 1, est-ce que ça vous tente ? Oui, tout ce qui flotte me passionne. Maintenant, c'est pas mon domaine. Et aujourd'hui, j'aurais pas ma place à bord d'un bateau comme ça, c'est parce qu'il faut être soit barreur. À mon âge, c'est soit barreur, soit tacticien. Et après, c'est des jeunes qui fournissent de l'énergie, qui est très puissant. Et j'ai pas du tout l'âge ni les gabarits pour faire ça. Donc, par contre, ça m'intéresserait de côté technique et passionnant et aider une équipe à développer la technique. Voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours au sein du Gitana Team, c'est de faire progresser. Donc, j'ai une expertise dans ce domaine-là que j'aimerais bien aimer effectivement apporter et développer aussi encore et encore sur cette coupe-là, sur la Coupe d'Amérique, où on pousse vraiment la recherche très très loin. Mais sur l'eau, c'est pas mon métier, c'est vraiment voilà, comme comparer de la Formule 1 peut-être à des courses d'endurance, c'est pas les mêmes pilotes, les mêmes expertises. Et voilà, donc c'est quelque chose que je ferai sans doute jamais, en tout cas en tant que navigant, je pense pas, non. Merci Charles Caudrelier, c'est un honneur de vous avoir, vous le dernier vainqueur de la Route du Rhum ce soir sur Monaco Info. À très bientôt sur les flots, merci Charles. Merci Christophe, à bientôt. Et sans plus tarder, direction Berlin, où les Jeux mondiaux spéciaux olympiques sont débutés. 26 disciplines sont au programme de cet événement destiné aux athlètes déficients intellectuels. On retrouve sur place, en Allemagne, Émilie Rousseau. Émilie, vous avez assisté aux premières épreuves dans lesquelles les Monégasques sont engagés. Oui, et ce qui nous a frappé avec Sylvain Péroumal, c'est l'engagement de ces athlètes. Ce côté compétitif, ce côté dépassement de soi, Special Olympics leur a apporté énormément et ils le rendent au centuple coup de projecteur sur ces athlètes si spéciaux. Ils s'appellent Alban, Thibaut, Saïma ou encore Grégory. Que cela soit leur premier jeu ou une énième expérience dans ce rendez-vous mondial, ils sont tous animés par cette soif de vaincre, l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, la parfaite illustration du message que souhaite transmettre Special Olympics et que relaie l'antenne monégasque depuis près de 50 ans maintenant. Aux Jeux mondiaux d'été, les valeurs du sport prennent tout leur sens, respect, égalité, persévérance et inclusion. L'entrée de Special Olympics dans leur vie leur aura permis de s'épanouir et de s'accomplir en tant que sportifs. Special Olympics, c'est un devenir quand même dans l'histoire du sport. Et il faut continuer comme ça. Quand j'ai découvert Special Olympics, j'ai revécu, c'est émouvant pour moi. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Que du bonheur, que du bonheur. De la joie, de l'émotion et de la sensation. Ça représente de l'enthousiasme, de la joie, de pouvoir disputer cette compétition à Berlin. À Berlin, c'est bien les Jeux, tu sais, Émilie. Moi, je suis très content de venir aux Jeux à Berlin et je retournerai peut-être un jour. Premier témoin de l'effet de la pratique du sport sur le comportement de ces jeunes, les parents. Certains ont fait le déplacement en Allemagne pour venir les encourager.
Elsa est toujours ravie de toute façon de partir avec Spécial Olympique parce qu'il y a une ambiance formidable, des coachs extraordinaires et de toute façon ça ne peut que les aider après dans la vie courante de faire ce genre d'expérience qui ne peut que les faire évoluer et grandir. Engagé dans 8 disciplines dans ces Jeux mondiaux à Berlin, Special Olympics Monaco possède une délégation bien fournie de tous âges aux expériences diverses. Au fil des années, Marco Muratori, directeur de l'antenne monégasque, a pu constater l'évolution du niveau de la compétition. Le niveau, il augmente parce que le handicap change. Lorsque j'ai commencé, on avait déjà, alors prenons l'exemple de Monaco, on avait peut-être 20% de personnes en situation de handicap, mais en psychiatrie, et puis vraiment du handicap. Aujourd'hui, quand tu regardes sur les effectifs, effectivement, c'est le contraire qui se produit. L'évolution de la médecine change. Et ben, on fait partie de l'évolution de la médecine aussi. Donc effectivement, il y a moins de handicap, plus de malades mentaux. Alors effectivement, les niveaux montent, la prise en charge est différente et le sport est différent aussi. Dernièrement, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, faisait état de la vitalité du sport en principauté. Le travail effectué par l'équipe sportive de Special Olympics Monaco en est un des reflets. Et la délégation monégasque compte bien porter haut les couleurs du pays lors de cette compétition internationale. Les médailles décrochées salueraient le travail des entraîneurs, mais sacreraient avant tout les efforts accomplis. Autre grand défi, 5400 km de course à pied en Australie, une descente du Mékong en hydrospeed ou encore le Tour de France à la nage. Eh bien, l'aventurier explorateur Rémi Camus vient de réaliser un tout nouveau défi. Il est parti le 7 juin dernier, on s'en souvient, de Calvi en Corse et il est arrivé sur la plage du Larvoto ce mardi, un peu après 15h30, soit 180 km à la nage, avec une arrivée dans une mer plutôt déchaînée. Fabien Bonilla est allé recueillir ses premières impressions. Pendant 15 jours, on a vu plein de mammifères marins, c'était extraordinaire. On a vu des baleines, on a vu des dauphins, on a vu des raies, on a vu des tortues. Je me suis fait piquer par des méduses, mais je m'en fous, ça fait partie du truc. Et c'est ce qui rend le projet joli, et c'est de montrer que, eh bien, on a une chance inouïe d'avoir des écosystèmes magnifiques et il faut les protéger. Et quand on se rapproche de la côte, eh bien, on a l'impression d'être dans Star Wars avec des morceaux de plastique qui partent dans tous les sens et on le voit. Alors à la caméra, ça rend rien du tout parce que c'est tout petits morceaux, mais il y en a partout. Vraiment, c'est impressionnant. Donc si on veut continuer de pouvoir profiter, nous, nos enfants et tout le monde, et maintenir un écosystème viable pour tout le monde, eh bien, il faut protéger tout ça. Et à l'initiative de la Fédération monégasque de rugby et de son président Thomas Riquet, du 12 au 14 juillet prochain, il va falloir cette fois se mettre à l'eau pour marquer des essais avec une discipline pour le moins ludique sur une barge flottante. Le Monaco Water Games qui se tiendra pour la première fois en principauté cet été. Le créateur, fondateur de ce concept, l'ancien international Yann Delegue, est avec nous ce soir. Bonsoir Yann Delegue. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver, c'est le rugby qui parle, on reste en plus sur une finale à émotion. C'était samedi au Stade de France, c'était cette dernière minute de Ntamak. Ça vous touche, vous, l'ancien international, ce genre d'essai, ce genre de match en plus? Ah, bien sûr, ça me touche déjà parce que les émotions d'une finale, c'est un Graal pour un joueur de rugby, c'est le rêve d'un enfant, un rugbyman. Et puis en plus, j'ai joué quand même 7 ans au Stade Toulousain, donc évidemment, c'est un de mes clubs de cœur avec le RC Toulon qui est pas loin de Monaco. Donc évidemment, cette finale me touche particulièrement. Après le terrain, après la pelouse, vous avez parlé de Toulon, parce que Toulouse, pour aller chercher l'eau, c'est plus loin, mais Toulon, il y a eu un rapport avec l'eau à un moment et vous avez dit, tiens, je vais faire autre chose, je vais peut-être plonger dans la Méditerranée, moi. J'ai voulu continuer, après ma carrière de rugbyman, de rester dans ce milieu-là et de continuer cette passion à travers des dérivés du rugby, des événements un peu festifs et conviviaux. Et donc, j'ai inventé d'abord le rugby sur la neige dans les stations de ski. Et puis, dernièrement, depuis maintenant quelques années déjà, j'ai inventé le water rugby, qui est finalement du rugby sur l'eau, sur une plateforme flottante. Et la particularité de ce sport-là, du rugby à 5 contre 5 avec des règles plus faciles que le rugby traditionnel, c'est qu'il faut plonger dans l'eau pour marquer des essais. On a le droit de plaquer sur le terrain ou on n'a pas le droit de plaquer? Alors, c'est du rugby à toucher, mais la délimitation du rugby, c'est l'eau. Voilà, donc si on va en touche, on est dans l'eau, et si on marque des essais, on plonge dans l'eau. C'est magnifique. Sur la neige, c'est peut-être plus simple, c'est moins haut, parce que c'est quelle hauteur quand même? Ah, sur la neige, c'était encore un peu différent. Non, là, c'est une plateforme flottante qui est 50 cm au-dessus de l'eau, à peine même. Hein. À l'initiative de la Fédération monégasque de rugby, donc ce seront les premiers. Water Game, effectivement, sera mi-juillet. Il y en aura pour tout le monde, pour les enfants, les amateurs, les pros? Ouais, c'est un programme
assez complet, puisque dès le mercredi 12 juillet, il y aura la session pour les enfants. Donc, les enfants pourront venir jouer sur la plateforme flottante. C'est les écoles de rugby notamment. Et à partir du jeudi, c'est le tournoi amateur. Les équipes viennent s'inscrire. Donc là, c'est tous les passionnés de rugby qui pourront jouer. Et le vendredi, les équipes entreprises qui pourront aussi s'exercer au touch rugby sur la plateforme, suivi du match des légendes en fin de journée le vendredi 14 juillet. Alors, ces légendes, parlons-en. Vous jouez, vous, toujours encore? Ah ben je joue un petit peu, oui, même avec mes vieilles jambes, j'arrive encore à courir. Mais vous plongez aussi, vous pratiquez, vous êtes dans une équipe à ce moment-là, pendant le Tour de Monaco? Je réunis généralement, quand je fais ces événements, plein d'anciens internationaux, français et étrangers. Et c'est toujours un moment pour nous de nous retrouver déjà, un moment convivial, mais aussi un moment sportif, puisque c'est des matchs qui sont assez courts. Il n'y a pas de contact, donc c'est pas traumatisant physiquement. Et même, on peut donc jouer un peu plus tard, même du haut de mes 50 ans, je vais pouvoir quand même toucher un petit peu le ballon. Ah, c'est super pour Monaco qui, vous le savez, en matière de rugby, on progresse de jour en jour à Monaco. Hein. On est champion quand même. Hein. Oui, c'est sûr, mais de toute façon, il y a une très belle équipe à 7 notamment qui fait les tournois du championnat domestique français. Donc effectivement, c'est une très belle équipe. Le rugby qu'on va suivre à 7 avec les Seven, bien sûr, en déplacement à Prague ce week-end. On reparle des grands noms parce qu'il y a la Coupe du Monde qui approche, donc vous n'aurez pas les Galtier, les Ntamak et l'Antoine Dupont, on est d'accord? On est d'accord, mais ce n'est pas des joueurs en activité qui viendront, évidemment. C'est des joueurs qui ont joué pour l'équipe de France ou pour les autres équipes internationales. Difficile de vous citer des noms maintenant, tout n'est pas encore calé, mais il y aura certainement Califano, Simon Shaw, Dan Luger. Enfin, il y en a pas mal qui vivent pas très très loin de Monaco, aussi, donc oui. On va d'abord s'appuyer sur ces joueurs-là. Mais il se peut aussi que l'équipe de France, qui est en stage à Monaco à cette période-là, passe également à la rencontre des Français. Une petite surprise peut-être, hein, parce qu'on le rappelle, il y a un morceau de préparation, un moment de préparation made in Monaco. C'est un bon lieu pour s'entraîner. Finalement, on est un peu dans la tranquillité, on est au bord de l'eau. Les conditions se réunissent même au mois de juillet. Hein. Oui, exactement. C'est un beau spot déjà. Et c'est vrai que même en termes de climat, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un air marin qui est toujours là. Et puis l'équipe de France va être aussi un petit peu à l'abri des regards pour pouvoir se concentrer sur cette Coupe du Monde. La préparation, c'est quelque chose qui va être très, très important pour la Coupe du Monde. Ah oui, parce qu'il faut être prêt là, parce qu'on aura des colosses en face, bien sûr, des grosses équipes, mais ce serait quand même bien de rester à la maison avec une coupe, parce que souvent on la ramène, la coupe, mais là, cette fois, elle est chez nous. C'est un avantage de jouer à la maison ou pas du tout pour conclure? Oui, je pense que c'est un avantage. L'Afrique du Sud avait gagné en 95 lors de la Coupe du Monde chez eux. Les All Blacks ont gagné aussi en 2011 dans la Coupe du Monde chez eux. J'ose à croire que ça apporte un avantage. On se souvient tous de la Coupe du Monde 98 avec les footballeurs. Eh oui. Donc évidemment, je pense que ça va nous aider. Mais rien n'est fait, bien entendu. Mais on a une équipe magnifique et tout reste à faire, mais on y croit beaucoup. C'est mi-juillet. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les entreprises. On l'a bien dit, pour les partenaires, pour les amateurs et les légendes qui seront autour de vous. Yann Delegue, légende du rugby, le petit Mozart, était avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup et merci à vous. À mi-juillet alors. Oui, ça promet. Rendez-vous les 12, 13 et 14 juillet devant le Yacht Club de Monaco. Autre date à noter sur votre calendrier, votre agenda à venir, les grands moments de la saison prochaine pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Demandez le programme. José Sacré vous le livre ce soir sur Monaco Info. Présenté par Kazuki Yamada, directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, et Didier de Cotigny, délégué artistique, la prochaine saison de concerts 2023-2024 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo débutera par des concerts en hommage au prince Régnier III dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa naissance. Après le grand concert d'ouverture du 24 septembre, au programme la symphonie numéro 2 de Mahler avec la participation du chœur du Birmingham Symphony Orchestra, se succéderont sur la scène de l'auditorium ou de la salle Garnier, quelques-uns parmi les musiciens les plus talentueux du moment. Nelson Gurner, Evgeny Kissin, Hélène Grimaud, Guidon Kremer, Michael Pletnev, Frank-Peter Zimmermann, Martha Argerich, Charles Dutoit, Alexandre Kantorov, Truls Mork. Outre 4 concerts du génial Simon Trepseski, artiste en résidence cette année, les mélomanes applaudiront 4 concerts en hommage à Rachmaninoff, la 3e édition du Festival Mozart à Monaco, le Printemps des Arts, 3 ciné-concerts avec le Kid de Chaplin et la Passion selon Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, les concerts jeunes publics et le Happy Hour musical. We will go to Japan, so the next May. It's a very great thing, and we are keeping to do many subjects like that, and it's very important to show us ourselves for all over the world, not only the Monaco. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Demain, nous aurons droit au même temps qu'aujourd'hui, à savoir une journée très nuageuse mais sans pluie. Il devrait faire assez lourd au niveau des températures avec 30 degrés en ressenti dans l'après-midi. Ce mercredi 21 juin, jour de Saint-Rodolphe, marque le solstice d'été mais également la fête de la musique. Et comme le veut la tradition, on va terminer ce journal par les photos du jour qui nous viennent de New York et du siège de l'ONU avec les images du concert des Carabiniers du Prince donné au sein même de l'institution où Monaco y a fait son entrée il y a 30 ans et les rencontres bilatérales organisées à cette occasion en présence du prince souverain. Photo signée Frédéric Nébinger. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.